Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Dissémination des résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Le rapport met en évidence les principaux indicateurs démographiques et économiques du littoral en 2013. Les membres de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos dans la dynamique de veille contre les maladies, une rencontre régionale est organisée dans ce sens à Cotonou. Les Ghanéens votent ce mercredi pour le premier tour de l'élection présidentielle. 7 candidats s'affrontent, notamment le chef de l'État sortant, John Dramani Mahama. Et puis les nouvelles de la cour d'assises à Jérôme Ombo, vous y revenez. Tout à fait, Koudous Abdoulaye, pour manque de tolérance, Denis Assogba Kouton retourne en prison pour 5 années supplémentaires, ajoutées aux 10 années qu'il a déjà passées derrière les barreaux. Merci à vous, Jérôme. À tout à l'heure. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique a procédé ce mercredi à la dissémination des résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat dans le littoral. Le rapport met en évidence les principaux indicateurs démographiques et économiques du littoral en 2013. La présentation du dit rapport a eu lieu au Palais des Congrès. Privé Théo pour le point. Cotonou garde solidement la palme de la ville à statut particulier la plus peuplée du Bénin. Avec 679 000 habitants en 2013 contre 665 100 habitants en 2002. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitation. L'opération en elle-même offre des possibilités aux responsables politiques pour mieux appréhender les besoins des populations. Le recensement général de la population et de l'habitation de 2013 est une excellente base d'information qui a concerné tout le monde et où chacun de nous a eu à jouer sa partition. C'est une opération scientifique, exhaustive et d'envergure nationale qui a concerné toutes les populations vivant sur l'ensemble du territoire. Ces résultats du RGPH présentent le littoral comme le département affichant le plus fort taux d'alphabétisation. En effet, 74% des personnes de plus de 15 ans savent lire et écrire dans une langue quelconque. En 2013, 84% des enfants de 6 à 11 ans sont scolarisés dans le littoral. La pauvreté non monétaire touche 18% de la population du littoral en 2013 et la pauvreté humaine a très peu baissé dans ce département. Elle est passée de 7,9% en 2002 à 15,9% en 2013. Des indicateurs qui doivent faire réfléchir les responsables politiques. Vous savez, l'homme est au centre du développement. Il n'y a pas de politique de développement qui se réalise sans une implication humaine de qualité. Il est important dans les plans de développement qui se conçoivent à divers niveaux, que ce soit au niveau de l'État central que de la commune, que les autorités aient une idée exacte des différents types d'hommes qu'ils administrent. Les travaux du recensement se sont déroulés du 11 au 31 mai 2013. En 2017, l'effectif de la population du littoral va franchir la barre de 700 000 habitants. Direction la Cour d'appel de Cotonou, ce mercredi 7 décembre, la Cour d'assises s'est prononcée sur 2 dossiers. L'un de porte assassinat et l'accusé retourne en prison pour 5 années supplémentaires. Jérôme Mongo. Tout à fait, Koudous Abdoulaye. Revenons sur les faits. Le vendredi 16 juin 2006, aux environs de 20h, le nommé Depo Jean, cultivateur et conducteur de taxi-moto, se rendait à Bessou-Tokpa, nous sommes dans la commune de Dangbo, en vue de livrer des sacs de farine de blé lorsqu'il a été intercepté par Kouton Assogba Denis qui l'accusait d'avoir braqué sur lui les phares de sa bicyclette. Il s'en est suivi une altercation qui a été interrompue par la population présente sur les lieux. Après cet incident, Kouton Assogba Denis est rentré chez lui.
s'est saisi d'une bouteille vide de liqueur avec laquelle il est retourné sur les lieux de l'altercation, attendant sa victime. À l'arrivée de celle-ci, Kouton Assoba Denis s'est rué sur elle. Après avoir cassé sa bouteille, il lui a asséné de multiples coups de tesson sur le corps. Évacué et admis au centre hospitalier de la commune d'Abomey-Calavi, Dekpo Jean décède quelques jours après des suites de ses blessures. Tant à l'enquête préliminaire que devant le juge d'instruction, l'accusé Kouton Assoba Denis a reconnu les faits avec force détail, les faits reprochés. Le rapport d'expertise médico-psychologique concernant l'accusé révèle qu'il ne présente pas au moment des faits, à ce jour, des anomalies mentales, psychologiques et psychiatriques, qu'il est dans un état physique, psychique et psychologique non altéré. Le casier judiciaire de Kouton Assoba Denis ne porte aucune trace de condamnation antérieure. L'enquête de moralité est favorable à l'accusé Kouton Assoba Denis et ce matin à la barre, l'accusé a regretté son acte. L'avocat général dit relever en lui la mélancolie qui, selon lui, n'est pas adaptée à la vie en société. Le magistrat Célestin Ponon indique que le fait de casser la bouteille et de tendre un guet-apens à Jean Debout est un acte suffisamment criminel. Il requiert contre lui la peine de travaux forcés à perpétuité. Pour sa part, l'avocat de la défense estime que les éléments de preuve n'ont pas de valeur juridique. Selon Maître Rufin Tchakwe, je cite, « Dans le nouveau code pénal, le législateur a précisé que dans un délai de 5 ans, la personne jugée doit être présentée. Or, l'accusé a fait 10 ans de prison sans avoir été jugé. » Fin de citation. Il argumente que son client n'a jamais eu l'idée de donner la mort. Il plaide la clémence de la Cour pour qu'elle retienne contre l'accusé les 10 ans qu'il a déjà passés en détention préventive. Dans la salle d'audience Koudous Abdoulaye, il faut noter qu'il y avait des témoins et les amis et parents d'une part de la victime et d'autre part du prévenu. La Cour délibère. Denis Assoba Kouton est condamné à 15 ans de travaux forcés. Il retourne purger sa peine en prison pour 5 années supplémentaires. Il a fondu en larmes et va certainement retenir qu'il faut être tolérant dans la vie. La séance est présidée par magistrat Célestine Bakpé avec comme greffier maître Alain Nkakpo. Le réquisitoire de la société civile a été assuré par le magistrat Célestin Ponon et maître Rufin Tchakwe était à la défense de l'accusé. Jérôme Ongbon, le 12e dossier porte coup mortel et n'a pas pu être examiné. Tout à fait, coup mortel. Donc, ce dossier porte, le deuxième dossier n'a pas pu être examiné parce que, eh bien, à l'arrivée de la Cour, elle constate l'absence du prévenu et renvoie la séance à une session ultérieure. Eh bien, pour cette séance, sachez que la séance est présidée par maître magistrat Victor Fatinde, le greffier, maître Édouard Zavono, le ministère public, magistrat Joseph Patimvo et la défense de l'accusé devaient être assurés par maître Florent Avaroui. Quelles sont les affaires inscrites au rôle demain? Au rôle demain, 2 dossiers vont être examinés et portent respectivement association de malfaiteurs, meurtre, vol à main armée et le second porte faux en écriture et usage de faux et abus de confiance. Merci à vous, Jérôme Ongbon, direction Porto Novo, la constitution et le contentieux des sûretés et autres garanties dans l'espace ORADA au centre d'une formation de 5 jours à Porto Novo, une formation à l'intention des praticiens de droit des 17 pays membres de l'ORADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique de droit des affaires. Guillaume Aviano pour le point. Des praticiens du droit de l'espace OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, à l'école de la Constitution et du contentieux des sûretés et autres garanties. Une formation d'une semaine dont le top est donné ce lundi à l'école régionale supérieure de la magistrature, Ersuma à Porto Novo. L'objectif général est la meilleure appropriation au droit OADA par les magistrats et auxiliaires de justice pour qu'il soit appliqué de façon efficiente dans les litiges commerciaux afin d'assurer le principal objectif de l'OADA qui est l'amélioration de la sécurité juridique et judiciaire de l'activité économique des entreprises dans les États parties à l'organisation. La présente formation est la dernière du genre, assurée par l'Ersuma au titre de 2016 et la première directement financée par le projet d'amélioration du climat des investissements PACI, un projet de la Banque mondiale.
Il vise le renforcement des capacités des praticiens du droit de l'espace OHADA et l'amélioration de la comptabilité des entreprises du dit espace. L'enjeu de la présente formation ne vise pas seulement à parler du droit OHADA en termes généraux ou à exposer théoriquement les textes. Son enjeu va au-delà dans la mesure où il s'agit spécifiquement d'organiser des échanges ciblés sur certains outils juridiques contenus dans l'acte uniforme portant organisation des sûretés, notamment les nouveaux procédés de réalisation des sûretés. Il est attendu, au terme de cette formation, des magistrats, avocats, notaires, greffiers et huissiers des 17 pays participants, des propositions pour faire avancer le droit OHADA. Et cette installation attendue, l'autorité du bassin du Mono valide des études pour sa mise en œuvre effective. C'est au détour d'un atelier qui a démarré ses travaux hier à Cotonou, un atelier qui permettra de gérer au mieux les eaux du fleuve Mono. Martial Guédigan pour le point. C'est un atelier qui se penche d'abord sur l'étude de la constitution de la plateforme des organisations de la société civile, ensuite sur l'élaboration d'un plan stratégique de l'autorité du bassin du Mono et enfin sur la définition des mécanismes de financement durable. Des études qui ont été, selon les organisateurs, soutenues financièrement et techniquement par la CEDEAO. C'est dire donc que l'autorité du bassin du Mono est un projet d'intégration régionale. Depuis quelque temps, la CEDEAO soutient la mise en place d'organismes de bassin, donc d'autorités de bassin au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, nous sommes en train de promouvoir 3 nouvelles organisations de bassin, dont l'autorité du bassin du Mono. En fait, la CEDEAO a soutenu le processus depuis 2011. Tout un dispositif qui doit aboutir à la mise en place de l'autorité. Cette série d'activités que vous avez ainsi prévues, qui se dérouleront jusqu'au 9 décembre 2016, ne caractérise que la mise en œuvre continue du contenu de cette feuille de route dont l'aboutissement est d'obtenir la mise en place effective de l'ABM. Aujourd'hui, la synergie dans la gestion des eaux qui se partagent s'impose face aux dysfonctionnements climatiques constatés. Le Togo et le Bénin, nous partageons tous cette rivière et les eaux qui tombent, les eaux de pluie qui tombent de part et d'autre de ces pays se rejoignent quelque part et ça se coule. Alors quand c'est comme ça, il faut une gestion commune. L'eau, c'est la vie. C'est pourquoi, par ailleurs, la rencontre des ministres et chefs d'État doit se préparer pour la prise des décisions. Santé, les membres de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, OSCAL, sont dans la dynamique de veille permanente face aux événements de santé publique avec le soutien du Centre de santé et de contrôle de prévention des maladies de l'USAID. Une contrôle régional de 3 jours est organisé au profit de 4 pays. Jean-Claude James nous en dit davantage. Il y a quelques mois, l'épidémie d'Ebola, de Lassa ou encore de choléra était malheureusement une réalité dans certains pays. L'organisation Corridor Abidjan-Lagos n'a pas baissé la garde et la prévention est toujours d'actualité. Ils sont venus de 4 pays pour définir des stratégies de renforcement de réseaux d'alerte et de riposte contre les épidémies. Les objectifs assignés à cette rencontre, à savoir échanger sur les systèmes de santé existants au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, échanger sur les plans et mesures pour la communication et la coopération transfrontalière. Deuxièmement, discuter des stratégies existantes ou à mettre en place pour renforcer la coopération et la communication transfrontalière entre les systèmes de santé du Bénin, du Togo, du Nigeria, du Ghana en matière de surveillance intégrée des maladies et de la riposte et de mise en œuvre du RSI 2005. Et enfin, élaborer un mémorandum d'entente et les procédures opérationnelles standardisées pour faciliter le renforcement de la coopération et de la communication transfrontalière des données entre les systèmes de santé des pays concernés. Plusieurs partenaires soutiennent l'initiative, dont l'USAID et le Centre de prévention et de contrôle des maladies. Cette rencontre représente un enjeu capital pour l'Afrique de l'Ouest, car elle permettra à 4 pays de la région d'aboutir à des stratégies de collaboration
de coopération et de communication pour la prévention et le contrôle des urgences de santé publique susceptibles d'avoir un impact international. La mobilité des populations est un facteur de développement, mais en même temps, c'est un facteur de propagation des maladies transmissibles. C'est pour ça que nous devons nous pencher ici véritablement sur le dispositif que nous devons mettre en place pour que les pays travaillent de façon concertée. Le corridor est le couloir entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria, les 5 pays fondateurs de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, qui a vu le jour le 30 avril 2002. On marque un arrêt à l'ORTB, la nomination d'un nouvel agent comptable au cœur d'une assemblée générale extraordinaire du Centrab. Le bureau national du Centrab est dans la démarche de compte-rendu après sa rencontre avec le ministre de l'économie numérique et le directeur général par intérim de l'ORTB, Igor Ayosso. Jean-Claude James pour le point. Du ministère en charge des finances. Le sit-in prévu pour ce jeudi pour exiger la nomination de nouvel agent comptable en remplacement de l'actuel admis à faire valoir ses droits à la retraite est reporté pour le 20 décembre. Décision prise à l'Assemblée générale de ce mercredi après les éléments issus des échanges avec le ministre de l'économie numérique et le directeur général par intérim de l'ORTB. C'est dans la soirée d'hier que Madame la ministre nous a reçus et nous avons discuté avec elle pour lui montrer jusqu'où la situation a duré et qu'il faut qu'on puisse se presser et nous donner satisfaction. Selon les propos de Madame la ministre, c'était qu'on puisse reporter le sit-in, ce soit disant qu'il y a certains sujets sur lesquels elle n'est pas au courant et de lui donner le temps pour pouvoir réagir. Également, elle nous faisait comprendre que son collègue du ministère des Finances n'est pas présent. Et comme c'est un arrêté interministériel qui doit être signé entre les deux, même si elle signe, son collègue n'étant pas présent ne pourra pas signer. Et selon les dires, certainement, c'est peut-être vers les 15, entre le 11 et le 15, que le ministre des Finances pourra être là. Nous sommes allés plus loin en lui faisant comprendre les dangers qui nous guettent effectivement à l'ORTB si la situation doit durer. Et elle nous a dit qu'elle prend en compte toutes nos préoccupations et qu'à partir de l'instant qu'elle va s'y mettre pour que cela soit. Quant à la rencontre avec le directeur général, nous avons discuté de ce sujet également, en principal. Le directeur général nous faisait comprendre qu'il vient d'arriver et que c'est une patate chaude qu'on lui donne, que de bien vouloir lui permettre de prendre la mesure des choses et de pouvoir agir. Ce que vous dénoncez, nous avons compris. Mais je voudrais qu'on s'entende bien sur ceci. La nomination d'un agent comptable ne relève pas de la direction générale de l'ORTB. L'agent comptable, c'est un agent assermenté. Il s'agit des fonds publics, des sous de l'État. Cela obéit à des règles. Nous sommes à la dernière étape. La dernière étape, c'est-à-dire l'acte que le ministre de l'économie et des finances doit prendre pour mettre à notre disposition un agent comptable. Je voudrais vous exhorter à la patience. Encore un bout de patience. Une fois retourné au bureau, le directeur général est revenu partager avec l'assistance la lettre de démission de M. Zossou, l'agent comptable en question. Mais l'inquiétude des agents demeure la garantie des salaires. Je tiens ici et maintenant à vous rassurer, vous aurez bel et bien vos salaires du mois de décembre. On se bat pour et tout sera fait prêt. Vous le percevrez dans les meilleurs délais possibles même. Rendez-vous peut-être le 20 décembre si les engagements ne sont pas suivis d'actes.
Voyons cette opportunité. Les étudiants béninois aguerris sur les opportunités d'apprentissage de la langue allemande. L'ambassade d'Allemagne au Bénin a organisé une séance d'échange avec les étudiants pour les orienter sur les opportunités qu'offre la République fédérale d'Allemagne aux apprenants. Awa Sherif, Daniel Ada. L'allemand, la langue la plus répandue en Europe selon l'ambassade. À cette séance d'échange, les étudiants ont eu droit à un exposé sur les mérites de la langue. Plus que 20% de tous les livres scientifiques sont rédigés en allemand. Même plus que 50% de tous les livres en droit sont en allemand. Ça montre un peu l'importance du droit pour la société allemande. L'Allemagne, c'est un pays qui donne beaucoup de valeur à la recherche scientifique, qui met beaucoup d'argent dans les universités. Et nous invitons les étudiants béninois à venir profiter de ces avantages. Il faut, retenir en tête que chaque visa d'études, c'est une bourse implicite, puisque, les études sont gratuites pour les Béninois. Il n'y a pas de frais de scolarité. Aussi, il y a des frais qui sont très très bas dans des universités privées. Étudier et faire des recherches dans la langue allemande, c'est désormais chose facile. Je peux dire avec fierté que j'ai gagné beaucoup de choses. Désormais, comment avoir des relations internationales et plus précisément en Allemagne. Bon, désormais, je retiens que je dois me perfectionner dans l'apprentissage de la langue et aussi, si je trouve d'autres opportunités d'apprentissage dans d'autres filières, je pense que je devrais m'investir aussi là-dedans et ne pas seulement m'investir dans l'apprentissage de la langue allemande. Un étudiant qui est à l'université, qui veut étudier à l'étranger, c'est très très important pour lui d'étudier car il y a plusieurs opportunités. Bon, il m'a motivé de beaucoup travailler pour pouvoir avoir des bourses, pour faire partie des meilleurs étudiants. Parmi les premiers, deuxième, troisième, pour pouvoir avoir des bourses, pour pouvoir aller en Allemagne. La République fédérale d'Allemagne ouvre ainsi ses portes aux étudiants béninois. On reste à l'université. Brice Ernest Huenso a soutenu sa thèse ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi. Le sujet défendu, contribution de Carole Rostila à l'enracinement des droits de l'homme au Bénin. La soutenance s'est déroulée devant un jury présidé par le professeur Noël Baguidi. Le point avec Jérôme Angbo. Brice Huenso, le jury a décidé d'accepter votre travail, de vous octroyer la note de 17 sur 20. C'est sur cette note de jury que Brice Ernest Huenso se voit récompensé pour ses 12 mois de réflexion. Diplômé de l'école Catalane à Rome, l'homme de retour sur sa terre natale découvre à l'université d'Abomey-Calavi la chaire UNESCO des droits de l'homme. L'homme de foi et de conviction décide alors d'y étudier et pour finir, rien de plus beau que de choisir un autre homme de foi, Jean-Paul II à l'état civil, Karol Wojtyła comme exemple. Il y a cette dimension nationale de l'histoire qui est très importante. L'histoire est le lieu où se forme l'avenir. Ce n'est pas le récit des événements passés, mais c'est l'articulation dans le présent pour un avenir meilleur. Vive le Bénin, vive la chaire UNESCO, et je crois que la coopération internationale en bénéficiera. Fier et content d'avoir atteint son objectif, Brice Ernest Huenso espère que sa réalisation contribuera à l'amélioration des droits de l'homme au Bénin les années à venir. On parle de l'album Culture à présent. Nice Pépé a un nouvel album dans les bacs. C'est son 7e. Il comporte 7 titres et retrace le quotidien de certains Béninois. La cérémonie de lancement a eu lieu à la salle des fêtes de Séguéa à Cotonou devant de nombreux parents, autorités et amis. Reportage. 7e album, 7 titres. Le nouvel opus de Alice Huenso, alias Alice Pépé, est déjà dans les bacs. Sur cet album, l'artiste de la chanson traditionnelle laisse voguer le mélomane entre évangélisation et histoire des royaumes du Bénin, sans jamais se séparer de son sujet de prédilection, l'éducation. L'enfant qui reçoit une éducation de ses parents et qui ne la met pas en pratique, en application, peut être dérouté. Je crois avoir dénoncé certaines choses, comment nous pouvons nous comporter désormais.
vis-à-vis de cette belle nature qui nous a vu naître et qui nous a tout donné. Anis Pépé puise son inspiration dans la tradition. Du haut de ses 15 ans de carrière, il s'inscrit résolument dans une démarche de promotion des valeurs culturelles béninoises, ce qui suscite l'engouement de ses admirateurs. Vous savez, nos jeunes aujourd'hui, la dépravation que nous constatons, où vous les voyez sur la moto et puis le slip est dehors. Vous savez, ce que Anis Pépé vient de dire, c'est éducatif. Par rapport au royaume d'Abomey, c'est une belle histoire qu'il nous a racontée. Donc je viens d'apprendre l'histoire d'Abomey. C'est un jeu de la vallée, nous le connaissons. Et il ne sort pas n'importe comment. Quand il sort, c'est pour une bonne cause. C'est intéressant, ça parle, ça éduque. Et c'est ça un artiste. Avec ce 7e album, Anis Pépé renforce son image de poids lourd de la musique traditionnelle béninoise. Un mot de sport, le Bénin a réussi un exploit historique à Madagascar à l'occasion des championnats du monde de pétanque 2016, une compétition qui réunit 48 nations des 5 continents du monde. Les écureuils boulistes sont parvenus en finale du jeu par équipe, une grande première sur laquelle revient ici William Bassabi. Le Bénin presque au sommet de la pétanque mondiale. La sélection nationale termine vice-champion du monde en triplette au championnat du monde de la discipline à Antananarivo. Pour en arriver là, le capitaine Ligali Latejou et ses partenaires Marcel Bior, Ronald Botré et Régis Simba ont battu des cadors comme la Thaïlande en 8e de finale, 13-8, l'Italie en quart de finale, 13-9 et surtout la France, championne du monde en titre, 13-8 à l'étape des demi-finales. Émoussés par la fatigue, les poulains de l'entraîneur Guy Tronou ont courbé les chines en finale, 13-5 face à l'équipe A de Madagascar, poussée par son public. Cette performance historique vient confirmer les bons résultats enregistrés par la pétanque béninoise sur la scène internationale depuis 2004 à Grenoble. Et pour impulser davantage le développement de la pétanque, le gouvernement, à travers le ministre des Sports, Oswald Omeki, souhaite voir le Bénin accueillir les championnats du monde. Un exercice déjà amorcé par le président de la Confédération africaine des sports boules, Ibrahima Idrissou, à l'occasion de l'Assemblée générale élective de la Fédération internationale de pétanque tenue en marge des Jeux et qui a consacré la réélection du président sortant, le Français Claude Azéma. Le retour de la délégation béninoise à Cotonou est projeté pour ce jeudi. Hors du Bénin, les Ghanéens votent ce mercredi pour le premier tour de l'élection présidentielle. Cette candidats s'affrontent notamment le chef de l'État sortant, John Dramani Mahama, et le principal candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo. Commentaire de Jérôme Angoua. Près de 15 millions de Ghanéens élisent leur président et leurs 275 députés. 7 candidats sont en liste pour la présidentielle, dont l'ex-première dame, Nana Rawlings. Mais la bataille se joue entre les deux challengers historiques, le président Mahama du Congrès national démocratique et le leader du nouveau parti patriotique, Nana Akufo-Addo. Les rapports que nous avons indiquent que tout se déroule bien dans le pays, hormis 1 ou 2 incidents isolés. L'élection se déroule dans un climat serein. C'est vraiment important que ce vote se déroule en douceur et dans le calme pour que le Ghana maintienne son image méritée de démocratie, de pays qui prend la démocratie au sérieux. Les bureaux de vote ont ouvert vers 7h du matin et doivent fermer vers 17h. Les résultats sont attendus jeudi soir. Voter est un acte vital. Nous devons décider de qui nous voulons pour nous diriger. C'est important. J'espère que les choses vont s'améliorer pour nous en tant que Ghanéens. Lors des dernières élections de 2012, les 2 principaux candidats s'étaient affrontés et le président Mahama avait remporté le scrutin. Mais Addo Akufo avait contesté les résultats.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h45 le match Porto-Leicester de la Ligue des Champions, le point du Conseil des ministres et le magazine La SBEE à cœur ouvert à 23h. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, notamment à vous tous qui nous regardez à Nescosi, c'est à Kalalé, dans le Borgou. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passons vous.